C'est un jour que les membres de la famille Bonfanti attendaient depuis 36 ans. Entendre leur avocat leur annoncer que le meurtrier de leur femme, de leur sœur, a enfin été retrouvé après 3 décennies de mystère et qu'il a avoué le crime. Aujourd'hui, je suis soulagé, mais triste aussi parce que bon, j'apprends la vérité sur ce qui s'est passé sur ma sœur. On va pouvoir faire un deuil en toute dignité de ma sœur. J'ai été en prison pendant 36 ans en fait. Et lui, le suspect, lui, il a choisi d'aller en prison. C'est bien parce qu'il va terminer sa vie comme ça. L'énigme Bonfanti démarre le 22 mai 1986 à Pontcharrat dans l'Isère. Marie-Thérèse a 25 ans et 2 jeunes enfants. Ce jour-là, la trace de la livreuse de journaux se perd brutalement devant cette maison. Sa voiture est retrouvée, la clé sur le contact et son sac à main encore dans l'habitacle. Gendarme retraité, Robert Boiseau n'a rien oublié de cette disparition inexpliquée. Elle a ouvert le coffre de son véhicule et plus de nouvelles, disparu. Le propriétaire de la maison où est découverte la voiture s'appelle Yves Chatin, il a 21 ans et fait vite figure alors de suspect numéro 1. On a fait beaucoup de recherches à l'époque dans la maison. Il y avait un puits qui était à côté, je me rappelle, on avait vidé le puits. Rien trouvé du tout. Sans preuve formelle, Yves Chatin est relâché. L'enquête étonnamment close dès 1988. Il faudra que la famille Bonfanti se batte sans relâche pour que la justice accepte de rouvrir le dossier. En garde à vue la semaine dernière, le suspect finira par craquer, évoquant une altercation avec la victime qui a dégénéré. Elle est allée le retrouver chez lui pour lui demander de s'excuser de son comportement outrancier. Il l'a alors saisie par le cou, à 2 mains, et l'a tuée par étranglement. Les gendarmes espèrent désormais retrouver le cadavre de Marie-Thérèse Bonfanti. Son meurtrier, qui espérait être oublié à jamais, risque désormais la prison à perpétuité. Depuis quelques mois, un pôle spécialisé dans les affaires criminelles non élucidées a été mis en place. Il est basé à Nanterre, en région parisienne. Il reprend méthodiquement tous les indices, tous les témoignages et fait appel à la police scientifique. Combien de dossiers sont ainsi examinés? Quelles sont les chances de succès après parfois 20 ou 30 ans? François-Xavier Ménage et Olivier Steinbach. Certains dossiers n'ont pas été ouverts depuis des années, quand soudain l'enquête est relancée. Quand parle-t-on alors d'un cold case? Plusieurs critères sont nécessaires. La gravité des faits, pas de mobile apparent, et surtout le dossier n'est pas élucidé. Il faut alors tout reprendre. On prend en compte l'ensemble des faits possibles. On relie les faits sur un plan national. Certains faits sont très locaux, d'autres, on peut avoir une envergure nationale, voire internationale. Donc ça veut dire recouper des informations et enquêter partout? Ça suppose d'entendre tous les témoignages, qu'ils soient en local, qu'ils soient très très loin. Combien de cold cases en France? Il y a des dossiers emblématiques, l'affaire Grégory ou bien la disparition de Marion Wagon. Beaucoup d'autres sont moins connus. Le ministère de la Justice recense officiellement 241 crimes non élucidés. Pour cet avocat, l'un des plus reconnus en France en matière de cold case, ce chiffre est sous-évalué. Il y a en moyenne, d'une année sur l'autre, 1 millier de meurtres en France. Je ne parle que de meurtres identifiés par la justice. Il y en a 70% qui sont élucidés, en moyenne. Donc ça veut dire 300 meurtres chaque année qui ne sont pas élucidés. Si vous multipliez par 10, ça fait 3000 sur 10 ans. Sur 30 ans, ça fait 9000. Donc il faut plus de moyens. Il faut plus de moyens. Justement, comment être plus efficace? Pour faire parler les indices, la technologie avance, une meilleure conservation des scellés, des traces ADN mieux analysées et des données davantage partagées entre enquêteurs. D'ailleurs, un pôle national dédié vient de voir le jour au tribunal de Nanterre, avec des magistrats investis à 100%.